L'été 2022 fut marqué par une toute nouvelle ère. La prolongation de Mbappé, le grand retour au sommet de son art de Léo Messi, mais également la renaissance inespérée de Neymar. Le PSG aujourd'hui est capable de tout. Après s'être qualifié pour la suite de la compétition, le PSG peut-il finir premier de son groupe? Mais surtout, jusqu'où ira le PSG? Qui arrivera à battre le Paris Saint-Germain? Oui, le Paris Saint-Germain reste complètement invaincu depuis le début de la saison. Et oui, le Paris Saint-Germain est vraiment capable de tout, même sur la scène européenne. Et justement, durant ce match-là, Juventus contre le PSG s'est totalement piégé. Les amis, bien sûr, bienvenue dans ce débrief de la victoire du Paris Saint-Germain à l'extérieur à la Juventus. Dans cette vidéo, on va parler de 3 points extrêmement importants. La mentalité des Parisiens durant toute la rencontre. Est-ce que Neymar de son côté est complètement indispensable au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Et bien sûr, on va voir toutes les conséquences suite justement à cette victoire 2-1. Mais juste avant qu'on démarre la vidéo, les amis, petit clin d'œil au sponsor R7 Foot et on attaque tout ça juste après, c'est promis. Les amis, c'est parti. Les amis, juste avant d'ouvrir le sujet, laissez-moi vous parler du partenariat de la chaîne R7 Foot. R7 Foot est spécialisé dans la création de maillots de foot non authentiques mais d'excellente qualité. Vous y retrouverez la plupart des clubs et sélections et vous le savez, la Coupe du Monde va bientôt arriver, c'est le moment de vous munir de votre maillot préféré. Les maillots sont à partir de 25 € seulement. R7 Foot vous offre jusqu'à 3 maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Vous pouvez choisir le flocage de votre choix. La livraison est offerte à partir de 79 € d'achat. R7 Foot dispose de plusieurs moyens de paiement, dont PayPal qui est le plus sécurisé, mais également vous avez moins 10% sur tout leur site internet avec le code PSG. Vous retrouverez absolument toutes les informations directement en description. Et vous l'avez compris, c'est un partenariat, donc chaque achat sur leur site permettront de faire évoluer la chaîne. Un immense merci à tous ceux qui le feront. Une excellente vidéo à tous. Les amis, merci beaucoup pour votre patience. On va directement attaquer et rentrer à fond dans le vif du sujet. On va parler directement de la mentalité des Parisiens, mais vraiment de la première minute jusqu'à la 90e minute. On va être honnête, quand on sort d'un match comme ça, on est hyper partagé. Parce qu'on va être clair, le Paris Saint-Germain s'est quand même imposé à l'extérieur, dans le stade de la Juventus, ce qui n'est pas rien. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le fond du jeu. Quand vous regardez la manière dont s'est effectuée cette victoire-là, personnellement de mon côté, je trouve qu'il y a tellement de choses qui n'allaient pas ce soir-là. En fait, le problème, il est extrêmement clair. C'est que le Paris Saint-Germain a débuté la rencontre à la première minute dans un esprit complètement de gestion. Son but était tout simplement de prendre les 3 points et de leur côté, ils pensaient complètement que le Benfica ne repasserait pas devant eux. Et malheureusement, ils ont eu complètement tort. On l'a vu dans tous les cas dans la récupération, dans le pressing. Le PSG ne courait pas du début à la fin. La sortie de balle du Paris Saint-Germain était complètement catastrophique. Dans le pressing contre la Juventus, ça ne fonctionnait pas. Et tout simplement, le Paris Saint-Germain n'arrivait pas à tenir face au pressing de la Juventus. En gros, vous mettez tous ces éléments-là dans le même panier, vous avez tout simplement un Paris Saint-Germain qui, pendant tout le match à la Juventus, a fait le dos rond. Son but, ne pas encaisser de but, de partir en contre-attaque, mais même dans le fond de jeu, pour se procurer des occasions, il n'y avait aucun dynamisme. Et le problème, c'est que justement, cette mentalité de ne pas mettre assez d'intensité, de ne pas mettre de puissance, de ne pas mettre de dynamisme, et surtout d'être complètement passif, Paris se tendait complètement un piège. Et je suis sûr que pour toutes les personnes qui ont vu ce match-là, toutes les personnes qui ont regardé tout le match entier, vous avez quasiment tous attendu justement le moment où le Paris Saint-Germain allait enfin mettre du dynamisme et justement faire quelque chose face à cette défense. Mais il ne s'est quasiment rien passé, à part 2 actions magnifiques de Mbappé et justement de Nuno Mendes pour mettre les buts. Mais durant tout le match, on attendait le coup de folie justement du Paris Saint-Germain. Alors oui, le coup de folie, il a failli arriver. Oui, le coup de folie est arrivé quasiment 3 secondes avant le coup de sifflet final. Le moment justement où le Paris Saint-Germain a appris qu'ils étaient repassés deuxième. À ce moment-là justement, il y a eu un message d'alerte, une communication enfin au sein de l'équipe pour dire que le PSG devait enfin jouer et marquer ce but. C'est vraiment à ce moment-là que tu t'es dit, il y a une énorme frustration et ça prouve complètement que le Paris Saint-Germain était dans la gestion du début à la fin. Oui, 3 secondes avant la fin du match, le Paris Saint-Germain avait enfin pour mission que d'aller marquer un but pour repasser premier. Donc maintenant vous comprenez complètement pourquoi beaucoup de personnes sont frustrées, moi également. Mais du coup maintenant on va se poser une deuxième question, c'est est-ce que durant ce match-là, est-ce que Neymar aurait pu faire une différence énorme?
Est-ce que Neymar est complètement indispensable pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Pour vous expliquer rapidement, en Ligue des Champions, oui, il y a le talent. Oui, il y a la forme de l'équipe, oui, il y a des dispositifs, il y a beaucoup de choses en Ligue des Champions qui vont permettre à une équipe, quelle qu'elle soit, d'aller atteindre la finale de la Ligue des Champions. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez justement de ce facteur X. Justement, c'est cette sorte de chance ou d'agressivité personnelle qui permet à une équipe de faire renverser la balance. Neymar a été beaucoup critiqué et bien sûr Neymar revient au sommet de son art actuellement. Mais Neymar, il a ce petit truc durant un match qui peut faire basculer une rencontre. Alors bien sûr, Mbappé, Messi, ils sont bourrés de talent. Mais de mon côté, je les trouve légèrement trop gentils. Et attention, pas du tout dans le mauvais sens. En fait, il y a quelque chose que ces deux joueurs n'ont pas, mais que Neymar, il a complètement. C'est-à-dire que Neymar, quand il va disputer un match de la Ligue des Champions, et des fois ça lui fait complètement défaut, mais Neymar, il va avoir ce petit truc en plus, c'est sa méchanceté sur le terrain. Neymar, sa méchanceté, c'est-à-dire qu'il va venir taquiner son adversaire. Il va venir provoquer son adversaire du début jusqu'à la fin. Des fois, ça nous handicape, et même lui, ça peut le handicaper, car il peut prendre complètement des grosses fautes. Mais Neymar, justement, il va avoir ce petit truc en plus, durant la Ligue des Champions, ou même la Ligue 1, c'est-à-dire qu'il va venir taquiner pour aller justement récupérer soit un penalty, soit des coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, même si on ne marque pas là-dessus, ça permet complètement au bloc parisien de remonter beaucoup plus haut, et d'oppresser complètement l'adversaire. Vous savez que sur coup de pied arrêté, il peut se passer tellement de choses. L'adversaire est complètement sous pression et pour le peu justement qu'on soit dans un temps fort, soit ça va allonger le temps fort parisien, soit tout simplement ça peut le mettre sous pression et l'adversaire peut lui-même faire une erreur et nous permettre justement de marquer un but. Bon, ça c'était pour vous parler bien sûr de ce petit facteur justement qu'il y a chez Neymar et qui justement je trouve que lui de son côté il l'apporte énormément et il l'apporte extrêmement bien. Il a de la malice justement pour ce genre de choses. Mais maintenant on va parler tout simplement du dispositif. Pourquoi dans le dispositif Neymar aurait pu complètement apporter quelque chose? Ok, je sais pas si vous avez remarqué, mais justement Neymar n'était pas là et c'est Soler qui a pris sa place. Dans ce match-là, je sais pas si vous avez remarqué, mais Messi était complètement là pour la transition entre l'attaque et le milieu de terrain. Et de son côté, Verratti n'était pas forcément un immense chef d'orchestre au milieu de terrain. Il a eu énormément de touchés de balle, limite en tant que défenseur central. C'est-à-dire qu'en fait, Verratti donnait beaucoup d'aide en défense, mais également au milieu de terrain. En fait, Verratti était là pour la transition entre la défense et le milieu de terrain. Et vous savez que normalement, Verratti joue beaucoup plus haut, et ça permet justement à Messi d'avoir beaucoup plus de ballons, beaucoup plus haut. Et je trouve que justement dans ce match-là, il manquait beaucoup de choses sans Neymar. Déjà essayer de compter le nombre de passes dans les 30 derniers mètres de la part du Paris Saint-Germain. Il n'y en a pas tant que ça. Le Paris Saint-Germain n'arrivait pas à percer le double rideau défensif de la Juventus. Il manquait quelque chose, mais il ne va pas y avoir que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans l'attaque, on avait Mbappé, Soler et Messi. Entre Mbappé, Soler et Neymar, quelle est la personne qui connaît le plus Lionel Messi et qui permet justement d'avoir une cohésion incroyable entre le numéro 10 et l'attaque? Bien sûr que c'est Neymar, et il n'était pas là. En fait, Lionel Messi et Neymar, ils se connaissent complètement par cœur. Neymar sait complètement jouer autour de Messi, et Messi sait faire jouer Neymar. En fait, dans un match où il y a Neymar, Messi a beaucoup plus de liberté. Essayez de visualiser, vous avez Messi en tant que numéro 10, et en pointe de l'attaque, vous avez Mbappé et Neymar. C'est-à-dire qu'en fait, déjà pour chacun des attaquants, Mbappé et Neymar sont très souvent pris par deux défenseurs. Ça permet justement de libérer de l'espace à Messi pour qu'il puisse complètement orienter le jeu. Et ça se confirme complètement sur ce match. Je sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois que Messi avait le ballon, au début du match, il était pris par 2 ou 3 défenseurs et il perdait très rapidement son ballon. Messi n'avait pas d'espace pour orienter et jouer tout simplement son propre jeu avec son pied gauche. En même temps, c'est complètement logique. La Juventus, sans Neymar, avait un travail beaucoup plus simple. Leur but était de garder un œil sur Mbappé en cas de débordement, mais en même temps priver complètement Messi du ballon. Si tu bloquais Messi, tu avais beaucoup plus de chances de bloquer les attaques parisiennes. Et encore une fois, je vous dis, quand Messi est bloqué, c'est Neymar qui prend la relève. Et du coup, justement, à ce moment-là, la question qu'on pourrait se poser, c'est, et je pense que vous avez tous la réponse, est-ce que Soler peut remplacer Neymar? Donc oui, avec l'absence de Neymar, il a manqué tellement de choses à notre Paris Saint-Germain. Mais après, quand on retourne la situation dans l'autre sens, on se dit quand même que nous, on avait un manque d'un joueur, donc Neymar. On avait également Fabien Ruiz qui a quitté le terrain très tôt. On avait quand même de notre côté le retour de Nuno Mendes qui a marqué sur ce match-là. Au final, notre PSG, il était quand même assez complet. Et quand on regarde du côté de la Juventus, eux, c'est pas un joueur qui manquait, c'est pas 2 joueurs qui manquaient. C'est tout simplement une liste de 10 joueurs qui n'étaient pas là.
presque un 11 type. La Juventus a joué complètement amoindri. Et donc du coup à ce moment-là, comment on peut m'expliquer que le Paris Saint-Germain ait montré un fond de jeu aussi insuffisant? Parce que tout simplement le Paris Saint-Germain a fait complètement le dos rond et pensait que la victoire était acquise. Mais surtout pas que la victoire, la première place. Mais du coup avec tout ça, c'est quoi les conséquences? On va voir ça tout de suite. Je vous le dis directement, le Paris Saint-Germain, oui ils sont qualifiés, mais ils vont taper un gros. Soyez-en complètement sûrs. Du Manchester City, du Real Madrid, on aurait pu avoir moins puissant. Non, on va clairement jouer contre un gros d'Europe, dès les huitièmes de finale. Alors je sais que l'avis il est extrêmement partagé, et même moi le premier, de mon côté, j'ai envie de voir le Paris Saint-Germain affronter un grand d'Europe et qu'on passe, et que justement on soit fier de notre équipe. Même moi de mon côté je le veux, j'ai envie de voir un spectacle complètement immense et être fier de mon PSG. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent. Déjà la première chose c'est que c'est à la fin du bal déjà qu'on paye les musiciens, mais c'est surtout qu'à la fin de la Ligue des Champions, à la fin de la finale, celui qui remportera la finale, vous verrez que dans 20 ans, on ne retiendra pas la manière dont ils ont gagné, mais on retiendra l'année où ils ont gagné. En fait, tout simplement, le Paris Saint-Germain, ils savent aller en finale. Gagner une finale, ils l'ont jamais fait. Et pour remporter la finale de la Ligue des Champions, vous pouvez encore une fois avoir la meilleure équipe du monde, vous pouvez avoir le meilleur effectif, le meilleur dispositif, vous pouvez avoir le meilleur mental. Il y a une chose également qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, c'est le facteur chance. Alors bien sûr, la chance, ça ne se crée pas du tout toute seule. Mais le plus important dans un match de Ligue des Champions, pour aller jusqu'à la finale et bien sûr pour remporter le trophée ultime, c'est de mettre justement ce facteur chance complètement de son côté. Avec ce facteur chance, vous avez tout simplement beaucoup plus de chances de remporter la coupe aux grandes oreilles. Et justement, en parlant de ce facteur chance, justement ça passe par le fait d'affronter le deuxième de l'autre groupe. Et c'est également une sorte de récompense, c'est-à-dire que tu as travaillé dur durant cette phase de poule, tu as géré justement tes points pour finir à la première position, jusqu'au dernier match. Le fait d'être premier de ton groupe ne s'est pas créé tout seul. Oui, il y a eu de la gestion, mais il y a eu aussi ne plus de but. Il y a eu beaucoup de débauche d'énergie. Et à la fin, tu es premier. C'est une récompense d'aller affronter le deuxième de l'autre groupe. Et c'est à ce moment-là que je me pose la question, pourquoi à ce moment-là, quand tu vas affronter le deuxième de l'autre groupe, tu ne saisis pas ta chance? C'est-à-dire que tu mets pas toutes les chances de ton côté. Paris avait clairement la première place dans leur poche. Malheureusement, cette chance d'affronter le deuxième de notre groupe et de se mettre encore plus de chances d'aller vers la suite de la compétition et de continuer justement, de ne pas être éliminé trop tôt. Et bien cette chance, ils ne l'ont pas saisie. Oui, ils ne l'ont pas saisie et c'est 3 secondes avant la fin du match qui se sont réveillés, qui se sont dit « Attention les deuxièmes, faut absolument qu'on repasse devant ». Et le message a été collectif en disant « Les gars, faut absolument qu'on aille marquer ». Donc clairement pour la suite de la compétition, oui ça va être un bonheur d'affronter un grand d'Europe, forcément. On va avoir des frissons, on va avoir du stress et on sera fiers s'il passe, s'il continue à passer. On sera encore plus heureux bien sûr. C'est encore plus beau une victoire contre un grand d'Europe. Là-dessus c'est sûr. Mais Paris n'a pas saisi sa chance. Et Paris s'est juste mis un peu plus de difficultés sur son chemin. Et pour justement cette façon de penser, cette façon d'agir sur le terrain, attention à la suite de la compétition. Attention justement à ne pas retomber dans ses travers. Et le pire dans tout ça, ce qui m'a vraiment gêné, c'est que le Paris Saint-Germain, ils peuvent vraiment absolument tout faire. Ils ont les armes pour y arriver. Ils ont l'équipe pour aller extrêmement loin. Mais sur ce match-là, jusqu'à la 90e minute, ils ont montré qu'ils se reposaient. Bref, le plus important quand même, c'est qu'on soit qualifié pour la suite de la compétition. C'est que le PSG vraiment en retienne vraiment une leçon comme quoi jamais rien n'est acquis. Dans le football en Ligue des Champions, il faut toujours continuer de se battre, même si tu es premier. Ne jamais se reposer en Ligue des Champions. Mais le PSG, face à une Juventus telle que celle-ci, il devait faire beaucoup plus. Bref les amis, j'espère que j'ai le mieux possible débriefé ce match. Mais je pense que ce genre de match va justement apporter une bonne leçon au Paris Saint-Germain justement. N'oublions pas quand même que c'est la première de Galtier en Ligue des Champions et que ce genre de choses peut vraiment lui apporter quelque chose. La prochaine fois en Ligue des Champions, ne pas oublier que l'effort c'est vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à la 90e minute. En tout cas, soulignez quand même, première de Galtier, qualifiés pour la suite de la compétition, même s'ils n'ont pas montré un visage 100% parfait durant cette phase de poule. On attend de voir ce qui va se passer durant la suite de la compétition. Les amis, quand même, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce débrief vraiment vous a plu. Les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à me donner votre avis dans la barre des commentaires. Et bien sûr, vous le savez très bien, j'attends votre plus beau pouce vers le haut. Les amis, on se retrouve très vite dans une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas surtout, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ici c'est Paris.